C'est mon ami l'autre soir qui m'a dit ce que moi-même je savais déjà. C'est bon là, tu te lances. Tu lances ton podcast, c'est attendu. J'ai grave rigolé, très amèrement, mais aussi rempli de gratitude par son soutien, mais aussi coupable de tout ce temps où j'ai avancé puis reculé, renoncé à mon projet, revenu sans force, sans grande motivation, mais surtout sans consistance et évolution réelle. Toi aussi tu remets tout au lendemain? Tu culpabilises, mais au final tu repousses, tu procrastines? T'as du mal à prendre la parole, t'affiches en public, tu rabaisses tes prix, tes compétences en étant trop humble. Au final, tu as peur de réveiller la foule en étant toi-même, en postant ce reel, en disant ces mots, t'as peur d'attirer l'attention, les critiques. Finalement, t'as peur d'avoir un impact. Alors tout ça, c'est par rapport à plusieurs choses, bien évidemment, mais c'est surtout la peur d'être vue qui m'a longtemps paralysée et retenue dans mes retranchements, dans ma zone de confort. La peur d'être vu, et là on comprend montrer réellement qui l'on est, de manière authentique, sans toutes ces pensées de je devrais, je suis trop comme si, ils vont penser que, etc., etc. Parce que cette peur, en tout cas perso, me travaille dans le monde virtuel, sur Internet et les réseaux, mais aussi dans le monde réel. Cette peur, elle attache ses racines dans ma chair, dans mon psyché. Elle se manifeste dans le monde physique, dans la vie réelle de tous les jours, face à des interactions avec un autre être, par exemple. Alors, c'est quoi cette peur d'être vu? Être vu, c'est vraiment, on parle de l'essence même de l'être de qui tu es. Donc, tout en chacun a une essence. Être vu, c'est pas une question de statut. C'est pas parce que quelqu'un de très carriériste, qui a une carrière brillante et qui est connu et qui est peut-être médiatisé, il a envie d'être vu. Un fermier, tout un chacun, enfin genre voilà, c'est pas une question c'est pas une question de profession, ni de classe, ni de statut, ni de quoi que ce soit. Tout un chacun est constitué d'une essence, d'une personnalité, et le désir le plus profond de tout un chacun, universel, c'est de pouvoir déjà incarner cette essence et qu'elle soit communiquée et bien reçue. Tout le monde a envie d'être vu de cette façon, c'est-à-dire être qui l'on est et être vu comme qui l'on est, ne pas porter ce masque. La peur d'être vu empêche de se montrer, de se mettre en avant, de partager son travail et de s'autoriser à avoir un impact. Qu'il s'agisse de la peur d'être vu, de la peur d'être visible ou de la peur de se montrer, c'est une seule et même chose. C'est une peur qui échappe à certains, mais qui en paralyse beaucoup d'autres. C'est une peur qui donne la sensation de stagner, de s'éteindre petit à petit, qui réprime, que l'on ne contrôle plus, parce qu'on se rapetisse, on se cache, on se fond dans la masse. Et moi j'en ai marre de ça. Donc cette vidéo, c'est un peu la signature de cet engagement que je fais avec moi-même, et je l'espère, plein d'autres vidéos seront postées pour que je puisse continuer ma route, libre de ce qu'avant était un compromis, maintenant plus perçu comme une expérimentation, un droit, une expression créative qui me donne une sensation de bien-être au plus profond de moi, une réalisation, quelque chose qui me complète. Être visible signifie se rendre vulnérable, exposant ainsi notre authenticité au regard critique des autres. Cette peur peut se manifester de différentes manières, que ce soit en évitant de parler en public, en se sous-évaluant professionnellement, en craignant d'avoir un impact trop important. Et quand je dis un impact, c'est bien évidemment recevoir une réaction de la part de l'autre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais il y a un impact. On a touché l'autre parce qu'on a osé. On a osé parler, on a osé se montrer. C'est une peur qui est très souvent associée à la peur d'être jugé, donc, par les autres, un peu comme une anxiété sociale. Et la peur est une expérience émotionnelle que l'on ressent comme une menace quelconque dans notre environnement immédiat, ou même dans un contexte futur.
on parle d'anxiété anticipatoire. Donc c'est intéressant de s'arrêter sur le fait que ce soit une anticipation, car ça souligne un lien indéniable sur l'intervention de l'imaginaire sur une pensée négative. Cette anxiété anticipée donc, qui est créée par notre mental. Mais on y reviendra. La peur d'être vu donc se manifeste car on anticipe cet impact, notamment négatif, et qui nous empêche de nous montrer. On s'auto-censure. On a peur d'être vu, donc on se fait plus petit, on a une posture physique qui est recroquevillée, parce que être visible, ça nécessite de se rendre vulnérable. Sauf que la vulnérabilité, ça fait peur. C'est un défaut dans notre société, d'être vulnérable plutôt. On a l'impression d'être une victime. Ça nous met dans une mauvaise position et on a l'impression que l'autre a l'ascendant sur nous. Sauf que la vulnérabilité, elle est essentielle à la connexion humaine. La connexion, elle est fondamentale pour notre capacité à comprendre, s'ouvrir et s'épanouir. Littéralement, la vulnérabilité, c'est une ouverture, une fracture qui laisse apercevoir sa profondeur. Et c'est pour ça que ça nous fait peur et qu'on n'ose pas montrer ce côté-là de nous. Lorsqu'on ne s'autorise pas à être vulnérable, on s'empêche d'entrer en relation authentique avec soi-même, mais aussi avec les autres. Parce qu'on n'est pas vrai, il y a une façade, il y a quelque chose qu'on ne montre pas ou qu'on surjoue. Dans les deux cas, la connexion est faible car on est fermé. Dans les deux cas, avec soi et avec les autres. On n'est pas dans une vraie connexion honnête et intime. On entre dans de la vulnérabilité à partir du moment où on ne se cache plus. On peut être vu et entendu. On se l'autorise. Au lieu de se montrer vulnérable, parce qu'on craint un piège en fait, c'est ça, se met en marche un espèce de mécanisme de protection de notre cœur, de notre ego, comme on dit. Faut le dire, la plupart d'entre nous sont terrifiés à l'idée d'être vus. On est soumis aux critiques, on craint en plus que les gens ne nous voient pas comme on aimerait être perçus. On a peur qu'ils n'aiment pas ce qu'ils voient, on craint le jugement, les moqueries ou le rejet. La peur de la persécution et de la séparation pousse à se blinder, se recroqueviller, se cacher, se protéger, rester fermé dans sa carapace. L'ironie du truc, c'est que notre peur d'être séparé nous amène forcément à être séparés, de soi et de l'autre. Parce que, encore une fois, sans vulnérabilité, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'ouverture. Et le risque d'entretenir cette peur, pour moi, c'est se laisser mourir. Métaphoriquement, à petit feu, tout doucement. On s'autocensure, et puis on se laisse régir par ce qui nous semble être correct. Mais par qui c'est correct ? Qui juge ? Qui critique ? Quels sont leurs critères ? Quelles sont leurs valeurs ? Sont-elles les mêmes que les nôtres ? Bon, bref. Voyons voir un peu les symptômes de la peur d'être vu. Diminution de sa propre lumière, de son énergie vitale. Et oui, si on a peur de se montrer, on efface des parts de soi-même, on brouille les pistes, on cache certaines choses qu'on réprime, tout ça parce qu'on pense que ça fait tâche, que ce n'est pas socialement accepté ou considéré comme normal, que c'est bizarre. Bref, tout dépend de la raison sous-jacente de cette peur d'être vu qui nous naît dans notre fort intérieur dans un contexte donné. Notre lumière, c'est le symbolisme de l'énergie vitale de quelqu'un. Une personne brille lorsqu'elle se sent entière, en accord avec son cœur, son essence, son raisonnement interne, ses valeurs. Tout son écosystème s'écoule limpidement et que tout va bien, quoi. Bien évidemment, notre propre lumière va diminuer, s'assoupir, même si elle ne s'envole pas, lorsqu'on s'auto-censure. Notre visage et nos yeux ne vont plus s'éclairer de la même façon que si notre âme tout entière vibrait de joie et de confiance, car elle est libre, car on est authentique.
Si on a peur d'être vu, c'est que quelque chose en nous nous tracasse parce qu'on se juge soi-même. En fait, on est le premier à se juger, avant même de faire l'action. On juge quelque chose que l'on a en nous, ou justement que l'on n'a pas. Bref, on n'arrête pas de se juger, quoi. Et donc on se réprime, automatiquement. S'entraîne un sentiment de ne pas être authentique, l'impression de ne pas se réaliser, d'être tout simplement pas juste avec soi-même, de vivre avec un voile, un masque sur soi. Tout ça au prix d'être conforme et de ne pas faire trop de vagues. Et ça se ressent avec le teint plus terne, le cœur plus triste. L'énergie est plus basse. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est complètement éteint, attention, c'est juste que l'on ne laisse pas cette énergie latente remonter pour qu'elle s'exprime. On reste dans le jugement, dans l'auto-oppression, donc on ne fait rien. C'est sûr que la peur d'être vu demande de se montrer vulnérable et qu'on a tous des raisons de ne pas vouloir se montrer tel que l'on est réellement. Une appartenance à un cercle familial ou relationnel avec beaucoup d'influence et d'enjeux, par exemple. Mais il faut donc s'interroger sur le pourquoi on se réprime, savoir au moins sur quel motif on décide de ne pas franchir le pas. Parce que c'est dommage de se dire qu'une part réprimée de soi-même ne soit pas exprimée à cause de quelque chose d'externe à nous. Déjà pour soi, mais aussi pour les autres. C'est s'empêcher de développer sa personnalité et ses valeurs, après tout, de construire son business, de partager son message et d'apporter sa transmission au monde, sa contribution, sa vocation, et juste de kiffer son kiff en fait. C'est dommage de se bloquer pour des pensées, des auto-jugements, pour lesquels d'ailleurs on est les premiers à intervenir dans ce blocage, parce qu'on se juge avant même de faire l'action, encore une fois je le répète, donc du coup on fait rien, mais si ça se trouve, on ne sait pas du tout quel est l'impact qu'on aurait donné. Il y aurait peut-être du négatif, mais il y aurait peut-être un pourcentage plus élevé de positif. Il faut le faire pour le vivre. Être soi, ça reste un partage, où aussi bien il y a un risque de ne pas être accepté ou bien vu par certaines personnes ou groupes de gens, mais c'est aussi une façon d'attirer des personnes qui résonnent avec nous, qui sont comme nous, où finalement on rencontre les bonnes personnes pour nous, comme une deuxième famille. C'est cette famille qui va être constructive pour nos fondements internes. T'as déjà réfléchi à quelle est la chose la plus effrayante qui se produirait si tu te permettais d'être pleinement visible ? Qu'est-ce que tu crains le plus de perdre si tu réussis ? Car briller ne veut pas dire d'être accepté par tous, c'est être perçu par des êtres qui ont la même paire de lunettes, la même vision que nous, la même flamme qui anime notre cœur, la même brillance, la même vibes, quoi. C'est briller pour celui qui sait percevoir cet éclat. C'est partager sa lumière. Mais si on la diminue, le chemin il va être hyper long et hasardeux pour trouver sa véritable famille, sa véritable résonance et se sentir briller en plénitude. Donc ce masque-là qu'on porte, est-ce qu'il en vaut vraiment la chandelle ? Genre, est-ce qu'il n'est pas trop étouffant ? Je trouve que c'est laisser prendre place à un sentiment d'injustice dangereux pour la douleur que ça peut causer. Parce que pour moi, si, c'est grave étouffant, carrément. Et c'est un sujet actuel, hein. Genre, c'est pas du tout acquis. Mais donc, bref, passons à la canalisation de son authenticité. Je préfère dire canalisation que identification pour la simple raison que canaliser a une connotation plus expérimentale dans le sens où, pour trouver son authenticité, tout un chacun se doit de jouer dans la matière, pas seulement de réfléchir et de prendre des notes sur un papier, quoi. Genre on canalise, on expérimente, on joue un peu avec la vie, plutôt que identifier, je fais ma liste à points sur une feuille, quoi. Parce que canaliser son authenticité, c'est trouver que l'on est réellement derrière les forteresses d'un endroit que l'on trouve sécure, que l'on connaît bien dans notre comfort zone. Par exemple, chez soi, lorsqu'on est tout seul, on se relâche, on met la musique à fond, on chante en criant, parce qu'il n'y a personne qui nous écoute.
on fait ce qu'on veut, on danse comme une merde, on s'en bat les couilles parce que genre c'est le meilleur moment de notre vie, on passe la serpillière et genre c'est le feu quoi, on s'anime. Donc là on n'a pas peur d'être vu parce qu'on est juste authentique, soi-même. Genre il y a que nous qui nous jugeons mais du coup on se laisse aller. Alors, je vais quand même le mentionner rapidement, mais on est tous au cœur d'un contexte politico-social, politico-religieux, patriarcal, avec une certaine forme d'économie, de production, etc., etc., qui varie selon le pays dans lequel on se trouve. Mais dans ce contexte sociétal se forment des mœurs, des manières, des traditions et des coutumes, où se créent donc certaines visions du monde, de la femme, de la beauté, de la correction, de l'éducation, de la politesse, de la façon de penser, etc., etc. Et bien peu sont ceux qui s'en échappent ou qui sont sortis exempts. Bref. C'est pour ça qu'on s'auto-censure en suivant ces lignes directionnelles, parce que tout le monde les a suivies auparavant. Très peu sont ceux qui sortent de ce chemin. Et justement, on peut être aussi des gens qui critiquent ces personnes-là parce qu'on les comprend pas en fait. On comprend pas pourquoi ils ont cette vibes-là, pourquoi eux ils osent, pourquoi ils ont pas peur d'être vus, pourquoi ils ont pas peur de faire telle ou telle chose, parce que ça sort de la normale en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de canaliser son authenticité. Et donc je le répète, canaliser, c'est qu'on va venir jouer, tester, rassembler, testant des petits trucs qu'on n'osait pas avant. On va essayer de faire tomber le masque petit à petit. Petit à petit, vraiment, genre essayer de déconstruire peu à peu nos peurs, de trouver les raisons pour lesquelles on n'ose pas dire telle chose, on n'ose pas mettre ce vêtement, ou on n'ose pas se montrer. Ça va être une pratique constante parce que ce conditionnement social et culturel, familial, il nous a largement influencés et qu'il est assez complexe d'en identifier les conséquences sur notre propre identité et psyché. C'est donc une recherche sous forme de jeu expérimental. C'est apprendre comme ça en fait. Moi, si je fais ce podcast, je pense que dans un premier temps, je vais le faire pas face caméra, et un jour peut-être que j'aurai le cran de faire face caméra. Clairement, y a quand même une ligne directrice qui me maintient un peu par là, quoi. Et donc, avec mes propres outils et mes propres idées et ma propre inspiration, je vais expérimenter, du coup, ce petit jeu que je fais avec moi-même et avec la vie pour essayer de dégager un peu, de dégager ses peurs et de canaliser mon authenticité. Ça va pas venir comme ça en claquant des doigts, hein, clairement. C'est pour ça que c'est un jeu. Voilà. Un autre exemple, c'est pas parce que je suis timide que je le suis intrinsèquement. J'ai peut-être juste quelques blocages vis-à-vis de ma propre expression, car si j'ai grandi avec mes parents qui me disaient que je criais trop fort en étant petite et que j'étais vulgaire, j'ai peut-être réprimé un maximum cette facette de moi en mon fort intérieur. Elle est verrouillée, cette partie-là, elle est honteuse. Et j'ai préféré la restreindre, voire l'oublier, parce qu'à un moment donné, on m'a dit que c'était pas comme ça qu'il fallait être. Mais maintenant, c'est à moi de le vérifier. Donc je te demande, pour t'aider à canaliser tout ça, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te fait de toi, toi? Quels sont tes hobbies? Que se passe-t-il lorsque tu vois quelqu'un faire ou dire quelque chose que toi aussi t'aurais aimé dire ou faire? Est-ce que ça te rend jaloux, inspiré? Tout ça, c'est des petites indications, mais qui sont une source d'information énorme pour venir, encore une fois, identifier / canaliser cette peur d'être vue et les raisons sous-jacentes. Il faut plonger dans ces informations, jouer avec son enfant intérieur, parce qu'une grande partie de nos peurs actuelles ne viennent pas de nulle part et elles ont été implémentées dans notre passé, donc dans notre enfance ou dans notre passé proche. Mais dans tous les cas,
Bref. Je pense que dans l'enfance, il y a de grandes clés à ces questions. Et donc du coup, venir regarder ce que tu fais lorsque tu commences à t'en foutre de ce que les gens pensent. C'est par là que ça commence. C'est comme ça que l'on peut apprendre à reconnaître ce qui nous passionne, ce qui nous anime, et ce que l'on a envie d'incarner finalement. Comment on veut briller. C'est une tâche qui requiert de l'examination et de l'honnêteté avec soi-même. C'est pour ça que c'est pas une pratique qui va être rapide et que en 3 jours, top chrono, on va trouver notre propre authenticité et comment elle s'exprime et qu'on va être libéré de toute cette peur de jugement, etc. C'est une tâche qui requiert de l'examination et de l'honnêteté envers soi-même, je le répète. Mais c'est aussi une voix qui résonne très fort, puisque si on écoute, ça vibre partout à travers nos sensations corporelles. Genre ça nous montre qu'on est sur le bon chemin et qu'on n'est pas obligé de suivre cette ligne directrice, parce que pour nous, ça marche pas. Il y a une autre indication aussi qui peut nous montrer à identifier déjà avec qui on se sent à l'aise, avec qui on pourrait se sentir dans un espace de vulnérabilité, et on pourrait s'ouvrir à ça plutôt. C'est remarquer en fait qui nous donne de l'énergie, avec qui nous donne du pouvoir, avec qui on se sent empowered, avec qui on se sent vu. Parce que se sentir vu, ce n'est pas seulement s'exposer à la visibilité, par exemple sur les réseaux, ou mettre un vêtement prononcé, ou parce que t'es quelqu'un qui fait des discours, des conférences, etc., etc. Être vu, ça veut dire que notre essence même, notre vraie personnalité, notre authenticité est perçue et on nous ouvre un espace pour qu'elle soit perçue. On nous ouvre l'espace pour qu'on soit libre d'être soi-même en fait. Et en fait, il y a des personnes qui vont nous permettre de nous sentir vus. Ça va être comme si elles nous donnaient de l'énergie, elles nous donnaient de la force. En fait, elles nous font juste de l'espace pour qu'on est qui on est. Il n'y a pas de transfert d'énergie vraiment, il n'y a pas de transfert de pouvoir non plus, c'est juste des personnes avec qui on se sent à l'aise, vulnérable et qui du coup vont créer cette ambiance de ouais, je suis quelqu'un, j'ai le droit d'être qui je suis et ça fait du bien de montrer qui je suis et j'ai envie de le montrer à cette personne-là et avec cette personne-là, j'ai envie de le montrer à d'autres, où je me sens capable de le montrer à d'autres, je me sens plus courageux, courageuse de le montrer à d'autres. Et au contraire, qui nous prend cette énergie, qui nous enlève cet espace, qui nous ferme cet espace plutôt à l'authenticité, qui nous critique, qui nous enlève le pouvoir de nos mains, avec qui, pour le coup, on n'a pas l'impression d'être vu pour qui l'on est, et on n'a pas envie de le montrer. Ça, c'est un indicateur clé pour savoir déjà quel type de personne tu devrais éviter de fréquenter. Parce que des fois, c'est pas un choix qu'on a. Des fois, on est obligé de faire avec ce genre de personnes. Parce que on est un humain et que déjà dans le domaine professionnel, bah, déjà on n'a pas le choix. La famille non plus. C'est pas quelque chose pour lequel on a eu le choix à la naissance. Mais pour le coup, il faut aller chercher ces personnes choisies et qui nous offrent aussi cet espace parce que probablement, eux, ils ont créé cet espace pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont plus indulgents avec les autres. Et qu'ils peuvent plus canaliser ton énergie, ton authenticité, ta présence, ta personnalité. Ça veut pas dire que vous avez la même. Ça veut juste dire qu'il y a un espace possible, une ouverture, et qui donne finalement de la force. Je pense que c'est évident, et dans les deux sens. Donc voilà. Et finalement, voilà, se rappeler que quoi que l'on fasse, il y aura toujours des écoles différentes. Il y aura toujours des gens avec des opinions contraires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont soutenir parce qu'ils vont kiffer ce que tu fais ou ce que tu dis, et il y a des gens qui vont pas kiffer. Mais comme tout le monde, c'est-à-dire que Michael Jackson, c'est une star mondialement connue, il y a des gens qui détestent.
Voilà, comme dans la musique, dans l'art, dans l'économie, dans la politique, enfin, il y a toujours plusieurs écoles. Donc, si voilà, si on s'efface, euh, il y a déjà des gens qui kiffent pas comment on est. Donc, autant vraiment vivre à 100% notre truc, notre vérité, notre personnalité. Et voilà, vraiment, ouais, incarner qui tu es, quoi. Être vu pour qui tu es. Et voilà, et donc du coup, vu que tout le monde a des opinions différentes, c'est un peu comme si c'était une pièce de théâtre, quoi. Le truc, c'est que si tu joues un jeu, euh, t'es un peu un mauvais acteur, en fait. T'es un mauvais acteur, t'es un mauvais comédien, dans le sens où euh, cette scène de théâtre, c'est une scène de théâtre, c'est-à-dire que c'est un jeu, c'est une illusion. Donc en fait, si tu restes pris dans cette illusion, dans cette simulation, bah t'es un mauvais acteur en fait. Le but, c'est de vraiment jouer qui tu es et de vraiment, du coup, quand vraiment les acteurs, ils sentent ce personnage, genre vraiment, ils sont à fond dans le personnage, ils vont beaucoup mieux jouer la scène. Et en fait, c'est ça la clé, c'est que il faut que tu te rappelles que t'es le producteur, le réalisateur et l'acteur de ta vie. Et t'es même le scénariste, mais le scénario, il est écrit, il s'écrit au fil du temps, il s'écrit au fil des décisions, il s'écrit au fil de la vie, quoi. Donc voilà, c'est autant bien jouer le jeu, quoi. Autant bien jouer le jeu. Et donc du coup, voilà, c'est sûr que jouer un vrai jeu, jouer vraiment ton personnage, jouer cette vulnérabilité à 100%, tu vas t'exposer et tu vas être vu pour qui tu es. Mais les gens qui veulent voir cette essence de toi, tu vas les attirer fois mille. Donne pas d'importance à ceux qui n'ont pas envie euh, de te donner l'espace d'être qui tu es. Finalement, ça vaut pas le coup. Tu crois pas? T'as bien une icône, non? T'es bien fan de quelqu'un, un chanteur, une actrice, une femme politique, blablabla, j'en sais rien, un environnementaliste, un cuistot, ça peut être n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. Mais on a nos propres raisons, ça vibre en nous quand on aime quelque chose, on est passionné, on admire. Parce qu'on a aussi ça au fond de nous, de nos tripes, ça gigote quand on voit cette personne et on l'admire pour sa façon dont elle a de briller et ce que cet éclat produit en nous, parce que son éclat il résonne, c'est ça, on va pas toujours avoir on va pas avoir les mêmes vibes avec une telle personne. Enfin, ouais, on peut pas vibrer de la même manière avec tout le monde en fait. C'est pour ça qu'on a nos propres manières, on a nos propres euh, idéologies et que bah voilà, il y a des gens qui vont nous critiquer, d'autres non, ils vont nous grave nous kiffer, ils vont nous pousser encore plus à nous libérer, à nous ouvrir, à nous découvrir. Mais c'est ça qui est important, non, finalement? Parce qu'au contraire, si on reste trop dans la norme, et surtout si on sent que l'on est ou qu'on se restreint, on peut vite se rendre compte que ça n'est pas si attractif que ça pour les autres. On est moins intéressant peut-être. Et pour les bonnes raisons finalement, parce qu'on n'est toujours pas authentique, on a ce masque, on a cette barrière, on a ce blocage, on a ce portail là, on a la porte fermée. En tout cas, ça se sent, j'en suis sûre. Parce que les gens, ils savent que c'est pas nous réellement, on n'est pas comme ça. Ou alors nous, ça nous fane, parce que genre, à force de faire ça, on est là, on perd l'énergie quoi. Enfin, ça sert à rien. Alors après, face à la résistance de cette pratique, de ce jeu avec la vie, de ce jeu avec soi, de ce jeu de l'authenticité, on peut toujours venir se demander si ce que l'on fait là, qui l'on est ou qui on vient de représenter en tant que nous, ben si on se rapproche de ce 100%, d'être honnête et authentique avec soi-même, si on est sur ce bon chemin pour commencer à obtenir des réponses, ou si justement on est dans l'évitement, dans la fuite, où on se maintient avec cette corde-là, sur cette ligne directionnelle sociétale,
qui, certainement pour certains, ça dérange pas, mais pour d'autres comme moi, qui se sentent très frustrés et qui se disent « Oh, mais je comprends pas, j'aime pas ma vie, je suis pas heureuse, il y a quelque chose qui me manque », faudrait peut-être commencer par regarder par là, en fait. Troisième symptôme, la perception de son image corporelle. Le langage corporel est intéressant de noter dans les moments où on ne se sent pas légitime ou serein. Et toi, comment tu te perçois ? Je pense pas que quelqu'un puisse répondre de manière 100% positive et agréable. On a tous un petit truc, ce petit défaut minime que personne ne voit sauf toi seul. Même les plus sur d'eux, ils le diront pas. On appréhende tous plus ou moins la façon d'être vu par les autres. On a peut-être nos raisons de ne pas vouloir aussi donner bonne impression à quelqu'un. Donc passons à la majorité. Oui, on veut bien être perçu, on veut qu'on parle en bien de nous, on veut être apprécié, voire admiré, agréable aux yeux des autres, donner une bonne impression. Alors si on rentre pas dans les standards, on se sent pas normal, on se sent pas beau, pas aimé, on se sent comme si on était dans une course avec une balle dans le pied. Sauf que bien sûr on ne veut pas perdre, mais sur quoi on se base pour se juger nous-mêmes ? Quels sont les standards imprégnés dans notre cervelle ? Par quelle clé USB on nous a plugué cette pensée, ce jugement et cette oppression ? Choisit-on de la croire ou préférons-nous plutôt bâtir notre propre concept de beauté, d'affection, d'artistique, de naturel, d'amour ? Si on se laisse avoir, si on se laisse aller, sur le plan inconscient, on peut donc essayer de se cacher, de se fondre dans la masse pour éviter d'être vu, pour éviter d'être jugé, qu'on nous fasse du mal. Pour ne pas avoir à concourir, parce qu'on se sent bien seul, protégé, en sécurité, pas vu. On ne joue pas, mais on ne perd pas. Soit faut être dans la perfection, soit dans le néant. C'est ouf. Donc pour revenir à une image corporelle plus saine, un rapport avec notre corps et notre connexion à ce dernier, il faut d'abord songer à reconnaître son propre sens du choix, sur quoi on se base pour se juger, et pouvoir savoir à qui on le donne, ce pouvoir, et agir en conséquence. Brièvement, lorsqu'on se rend compte d'un trauma, d'un trouble psychique ou d'une maladie, on peut bien sûr venir regarder ce qu'on nous dit notre corps à propos de ce mal. On parle de psychosomatique lorsqu'un élément d'ordre psychologique est impliqué, au moins de manière partielle, dans l'apparition de symptômes physiques, car les causes sont essentiellement émotionnelles ou psychiques. Ce qui veut dire que le corps emmagasine toute information qui nous provient dans notre champ énergétique. C'est un peu comme un répertoire qui accumule le passé et le présent. Parfois, il faut juste le vider un peu, en prendre soin, reconnecter avec le toucher, l'autopalpation, les massages, te permet d'entrer dans un moment de présence et de conscience envers ton propre corps. Peu à peu, tu travailles ton regard sur ton corps et une meilleure acceptation de celui-ci émerge. Alright. Le phénomène des projections. Je vais commencer par citer un proverbe chinois. Ouvre les guillemets. Quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y a toujours 3 doigts pointés vers toi. Je referme les guillemets. J'adore le thème des projections, c'est passionnant. J'ai beaucoup de planètes en maison 7 en astrologie, maison sociale à Balance, et si je le mentionne rapidement, c'est que ce signe est amené à être à la fois émetteur et récepteur des projections réalisées entre les êtres humains, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Bref, c'est un phénomène à étudier, le phénomène des projections, car ce n'est pas que les balances qui ont droit. Et oui, c'est un phénomène humain, malheureusement, ou pas d'ailleurs, mais on le verra, qui se co-crée par des ambivalences, des polarités, des sens contraires. Je vais rebalance 2 citations. Bouddha disait que tout ce qui te dérange chez les autres, c'est seulement une projection de ce que tu n'as pas résolu en toi-même. Ok ?
tout ce qui te dérange chez les autres, c'est seulement une projection de ce que tu n'as pas résolu en toi-même. C'est toujours en work in progress, mise à jour. La même idée se retrouve aussi dans le Talmud, selon lequel quiconque voit autrui imparfait l'accusera de ses propres défauts. Ou encore, j'adore les citations, c'est celui qui dit qui est, même la sagesse de la cour de récréation avait tout compris au mécanisme de la projection. Donc la projection, dans son sens psychanalytique, c'est l'opération par laquelle le sujet projette, expulse de soi, de son centre, un concept et le localise chez l'autre ou dans une chose, une qualité, un sentiment ou un désir qu'il méconnaît en lui ou qu'il refuse de le voir en lui. C'est quelque chose que l'on va reconnaître chez l'autre mais qu'on ne va pas voir en soi. Il y a donc ce transfert de l'intérieur vers l'extérieur. Par définition, ce mécanisme agit de façon inconsciente, puisque sur un plan conscient, il y a un déni face à la caractéristique en question. On nie qu'on a ce pouvoir, cette énergie latente, cette possibilité en nous, car cette caractéristique a été rejetée de nos parts d'ombre inconsciente. La projection, donc, est inconsciente. Elle pourra petit à petit, à force de pratiquer ce jeu avec nous-mêmes, devenir de plus en plus consciente et on pourra réajuster. Mais bref, je vais trop vite là. Souvent, lorsque quelqu'un est connu ou qu'il est confiant, qu'il se montre sans filtre, qu'il fait de l'inconventionnel, les gens ne peuvent juste pas assimiler et donc canaliser, comme je le disais, ce type d'énergie. Ça vient déclencher un warning d'alarme de danger, de menace ou de jalousie. C'est une projection. Ouah, putain, celui-là, il a osé faire ça. Franchement, c'est trop moche. Mais en vrai, genre, juste au fond, on est en train de dire, putain, il a vraiment les couilles de faire ce truc, lui. Moi, j'oserais pas. En fait, c'est ça le truc. C'est ça une projection. Et donc, ce jugement extérieur de quelqu'un d'autre est en réalité un jugement intérieur. Autre citation, j'ouvre les guillemets. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Putain, je viens de dire la même chose, non? Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, comme il est écrit dans la table d'émeraude. Donc on doit comprendre que si l'on nous critique, c'est le problème des critiqueurs, et très peu le nôtre, finalement. On n'a pas fait quelque chose de mal, c'est juste eux qui ont du mal à nous assimiler. Et donc, et alors, bien que ce soit toujours intéressant d'avoir des retours et des perspectives différentes sur ce que nous disons ou produisons, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Merde. Car la critique de la personne vient de sa vision à elle, de ses valeurs, de ses choix, de son éducation, de son influence sociétale et familiale, de ses propres ombres et projections personnelles. T'as capté ou pas? Ok. On doit aussi comprendre que si on critique quelqu'un, bien souvent, au-delà de l'incommodité qu'il nous cause, il y a jugement parce que nous ne pouvons pas reconnaître cette même part en nous. Lui, il l'a libérée, nous, on l'a réprimée. C'est nous qui choisissons de l'opprimer, de la retenir attachée, compromise dans l'ombre. Donc alors, je dis pas ici qu'il faut être toujours flower power et ne jamais se défendre non plus si on fait face à des critiques genre hyper warning, harcèlement, etc., etc. Ok ? Faut se permettre des moments genre fuck that bitch. Mais faut équilibrer, genre. C'est pas parce que tu reçois de la haine qu'il faut que tu envoies de la haine en retour. Genre, tout le monde le sait. Il faut pas envoyer toujours de l'amour et de la lumière et peace and love, mais genre, en vrai, tu vas perdre beaucoup d'énergie et pas gagner grand-chose si tu t'énerves et tu vas commencer à tourner en rond en mode ah, il m'a jugé, donc je juge en retour. Enfin, genre, franchement, la flemme, quoi. Les haters et la négativité, ça jaillit dans la vie de manière spontanée, tout le temps,
Et il vaut mieux, dans la mesure du possible, contrebalancer cette énergie négative par de la compréhension ou, au pire, de l'indifférence. Parce que ce sera un événement qui se reproduira d'autres fois dans ta vie. Alors bon, on va pas capituler au premier coup. Hein. Au mieux qu'on peut, on apporte empathie et compassion lorsqu'il y a hating, parce qu'il y a sûrement une histoire derrière la critique et la personne. Je vais pas le répéter 1000 fois, ces projections, blablabla, mais ça n'a pas d'importance réelle sur notre vie, sur ce qu'on fait, sur notre personne, sur nos valeurs, sur nos projets, sur notre histoire, parce qu'on ne peut pas se permettre de donner le pouvoir de nos émotions et réactions aux autres. Point final. Tout comme on ne peut pas lui donner le dernier mot sur comment il nous définit, caractérise et essaye de réprimer notre nature avec autant de détermination qu'il puisse donner. C'est juste personne au final dans ta vie, sauf si tu lui laisses cet espace pour devenir quelqu'un et te juger, et le croire. Bref. Comme sur cette planète, de nombreux gens cherchent juste la merde gratuitement par ADN ou juste par une mauvaise journée, ils vont se défouler sur ce qu'ils trouvent de dispo, surtout en ligne, et toi tu vas être là, tu vas faire ton truc et tu vas être le premier cobaye de son défoulement. Et nous, on va être là en mode « Ah, bah, je le prends personnellement parce qu'il m'a jugé, donc c'est vrai que peut-être qu'il a raison. » Et en fait, c'était juste trop pas ça, quoi. Alright, donc je te fais un petit récap ou pas? Et après ça, reste encore parce que je vais partager quelques outils pour prendre la loupe et plonger dans l'abysse, jouer un peu plus avec ton ombre. Nous pouvons avoir des amis, de la famille et des collègues tout autour de nous, mais ils ne peuvent pas vraiment nous voir. Il y a des gens tout autour de nous, des relations, des conversations, des expériences, on sourit, on s'engage dans ces relations, mais à l'intérieur de soi, on ressent juste un vide, un manque, un masque, un trou, quoi, un trou noir. On nie notre complexité perdue sous notre armure. La vulnérabilité semble impossible parce qu'on éprouve un sentiment de honte, de jugement, de critique, comme si quelque chose n'allait pas chez nous. Comme si nous allions mourir dès le premier incendie qui jaillit sous nos pieds, feu créé par quelqu'un. Au fil du temps, on peut commencer à sentir ne pas être à sa place. On se demande pourquoi. Tu sais qu'en fait, il n'est pas rare que les gens aient l'impression d'être des étrangers dans ce monde. C'est un phénomène très très courant. Et lorsqu'on trouve le courage de partager ses expériences, ses émotions, on n'est plus seul avec elles. On est connecté à la fois à soi et aussi à l'autre, en étant sincère. Et oui, en étant authentique. On se permet de se montrer, on se permet de se faire entendre et espérons-le, on se permet de recevoir du feedback, mais tout en se respectant. On ne va pas s'opprimer parce qu'on a peur du retour, et c'est pour ça que je parlais d'impact au début, impact qu'on a sur l'autre. On ne va pas s'opprimer parce qu'on a peur d'avoir un impact. Ça peut complètement transformer notre expérience humaine de se montrer un chouïa plus authentique et vulnérable le plus qu'on peut, en fait. En fait, pour être vrai, être vulnérable, on a besoin de se sentir en sécurité. Un minimum, genre. Et pour ça, il faut savoir faire preuve de discernement. Quand on a peur du jugement, on se dit, cette personne avec qui je m'apprête à partager ceci, va-t-elle bien me recevoir? Souvent, on ne prend pas le temps de discerner ça. On automatise la réponse, on s'auto-bloque en supposant la réponse. On suppose la compréhension du message. On anticipe, par nos projections, des jugements de l'autre. On imagine tout simplement. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'anxiété anticipatoire. T'as capté ou pas? On prémâche le travail pour ne rien faire du tout et rester dans sa bulle, dans sa zone de confort. C'est fou quand même comment notre cerveau fonctionne.
ou plutôt ce mécanisme de défense prévisionnel. La crainte de l'attaque, la perception du danger, comment elle est forte alors même qu'elle n'existe pas encore concrètement. C'est ouf le cerveau humain, c'est ouf. Donc on peut clairement commencer à remettre en question cette peur. En investiguant. La peur est apprise. En recherchant, la peur est apprise. En expérimentant, la peur est apprise. Soit on nous a enseigné qu'il n'est pas judicieux de partager ses expériences, que le choix noble est de subir en silence, ou alors quand on a voulu s'ouvrir, on nous l'a fait regretter et on ne l'a plus recommencé. L'apprentissage passé dicte la manière dont on se comporte dans le présent. Pour commencer à changer cette situation, on doit remettre en question nos mécanismes de protection. Voici comment. 1. Reconnaître notre armure protectrice. Je ne me montre pas vulnérable. 2. Discerner. Puis-je me montrer vulnérable ici avec cette ou ces personnes ? 3. Choisir. Je vais partager un peu plus de moi-même ou pas. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles tu ne peux pas partager ? Tu ne peux pas te montrer vulnérable. Ce qui est merveilleux dans ce jeu, dans ce processus de remodelage, c'est que l'on peut choisir exactement la part de soi que l'on veut partager à ce moment donné. Tu t'es pas dit « Waouh, enlève toute ton armure, ouvre ton cœur, donne-le et montre-toi 100% honnête alors que tu crains encore tous ces jugements et au final ça peut mal se passer, tu vas pleurer et tu vas jamais recommencer. Et tu vas encore continuer avec ta corde accrochée sur la ligne directrice de toutes les sociétés, tout ce monde, bref. On n'a pas besoin de se mettre émotionnellement à nu tout d'un coup. En fait, on ne devrait même pas le faire. C'est pas ça le message à comprendre ici. C'est que tout le monde n'est pas une personne sûre. On est d'accord. Et tout le monde ne mérite pas d'entendre ton histoire. Tu es précieux, ta vulnérabilité est puissante. Donc, elle peut provoquer des connexions rien qu'à travers tes mots et ouvrir le cœur de quelqu'un d'autre à son tour. Mais encore une fois, il faut se sentir déjà un minimum en confiance. On ne va pas commencer la pratique en faisant n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Ok ? Sois chill avec toi-même. Prends ton time. Mais commence dès maintenant, en fait. Parce que sinon, tu le feras jamais. Moi non plus, je le ferai jamais. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Ok. Comment suis-je reçu dans l'espace dans lequel je me trouve et comment je me reçois moi-même de manière générale ? Est-ce que j'ai honte de ce que je dis ? Est-ce que j'ai honte de ce que je fais ? Suis-je ouverte à mon être tout entier, à ce que je suis ? Ou est-ce que ça me cringe en fait qui je suis ? Parce que là, genre franchement, ouais, là on parle mal. Genre, si tu te cringes de toi-même, ça va être chaud. Il faut vraiment bien canaliser le truc et recommencer à zéro là. Donc la connexion, ça se construit au fil du temps, au fur et à mesure que la sécurité s'installe et que l'on apprend à faire confiance à notre radar interne qui nous indique que nous sommes accueillis sur le plan relationnel. Mais si ça marche pas déjà toi-même à toi-même, avec les autres ça va être complicado, genre vraiment, il faut commencer avec soi-même. Il faut faire preuve de compassion et de patience dans ton processus. Après s'être blindé depuis longtemps, on a besoin de temps, d'exercice pour se retrouver et se montrer petit à petit, morceau par morceau, reconstruire comme on le veut. Donc la partie cool, c'est maintenant. Des outils pour commencer à creuser cette peur et ne plus se la jouer petit. La peur ne disparaît pas lorsqu'on l'évite. En fait, en l'évitant, on renforce sa résistance au changement et donc au jeu de l'authenticité. Au lieu de fuir la peur, il faut faire preuve de curiosité à son égard. C'est pour ça qu'on dit le jeu avec soi, le jeu avec la vie, le jeu de l'authenticité, le jeu de la canalisation, le jeu de faire des petits essais. Bref, le jeu. Être prêt à examiner son authenticité et à en tirer des enseignements.
On se rappelle bien que notre corps, il nous parle, tout comme là, notre mental qui nous fait nos jugements là, alors qu'on n'a rien fait encore. Notre corps, il nous parle aussi, à travers des sensations. Rappelle-toi le truc du fan, là. D'être fan de quelque chose, de quelqu'un. Genre, t'es là en mode waouh, waouh, dans une énergie d'admiration. C'est comme ça que tu vas reconnaître quand t'es sur le bon chemin, en fait. Donc, lorsqu'on apprend à remarquer la peur et à écouter ses préoccupations, on rend conscient l'inconscient, ce qui constitue la première étape pour aborder les pensées sous-jacentes de ces peurs. Ok baby, so what's holding you back? Si on se retient pour ne pas être mal vu, ne pas choquer les autres et bouleverser des systèmes, on doit simplement admettre que l'on se laisse vivre pour les autres, on ne vit pas pour soi. Point barre. On se réduit, on se contracte, on se fait petit, on ne brille plus comme avant. Accepter le fait que pas tout le monde va t'aimer, mais on s'en fout. Genre voilà, on est en 2024, tout le monde le dit, genre fais ce que tu veux. En plus, on est dans un pays un minimum libre, genre on va pas se le cacher. Pas tout le monde va t'aimer, on s'en fout, parce que toi non plus, t'aimes pas tout le monde. Ok? Être authentique va nous guider vers les bonnes personnes, nous donner du bonheur et un sentiment de complétude intérieure, d'être sur la bonne voie, tout simplement. Ok. Fais des action baby steps pour être plus visible. Finalement, tu as le contrôle sur ce que tu partages, mais ne cherche pas à être cool parce qu'on n'est pas né pour ça. Si on retombe dans une norme, on retombe dans des préjugés, dans des attachements à des idéaux passés, influencés, extérieurs, la ligne directrice, les jugements de société qui n'ont rien à voir avec toi. Fais ta vie, embrasse ton côté bizarre, tranquille, t'es pas seul. On est tous weird, on est tous cringe, on est tous. Troisième point, check out le syndrome de l'imposteur. Cette peur, cette remise en question et doutes qui te font sentir illégitime comme un escroc. Tu ne crois pas en tes compétences, ta réussite, c'est fini. Il y a 10 000 ressources. Tu cliques sur YouTube, une autre vidéo, tu vas retrouver plein de trucs. Fais. Juste do it. Nike l'avait dit dès le début et on aurait dû les écouter. Le best point pour moi, c'est le point de vue de l'astrologie. Tu peux check ton ascendant, ta maison 1 et ses aspects, ainsi que les aspects dissonants avec Saturne et au Soleil, pour capter un peu plus d'où vient cette peur d'être vue, quelles sont les peurs sous-jacentes, quels sont les motifs de ce blocage de visibilité. Quelle est la raison de vouloir rester invisible, recroquevillé sous tes draps et juste ne pas tape into your authenticity, bitch? Parce que c'est l'ère de la révolution et c'est maintenant. Dans la liste non exhaustive, bien sûr, on peut ajouter Pluton, Lilith et je dirais même le descendant, c'est-à-dire donc la maison 7. Alright, la maison 10 et 11 peuvent complémenter et creuser tout ça. On regarde le signe, la maison, les aspects. Si je suis allée trop vite, on peut toujours en discuter dans les commentaires. Et j'avais envie de partager un petit tarot spread, tirage tarot que j'ai trouvé sur thesimpletarot.com où on va tirer 5 cartes. Tu mélanges, tu fais comme tu te sens le plus à l'aise pour tirer les cartes, que ce soit tarot ou oracle, donc 5 cartes. La première, tu vas poser la question, quelle est la meilleure façon pour moi de faire une différence positive? Cette carte va représenter la façon unique dont tu peux apporter une contribution au monde et à ta communauté. La deuxième, où dois-je m'exprimer? Cette carte représente les environnements, les relations, les situations dans lesquelles tu dois t'exprimer pour toi et pour les autres. La troisième, que puis-je faire pour être entendu?
Ça représente les mesures spécifiques que tu peux prendre pour utiliser ta voix dans cet environnement ou cette situation. 4. Où dois-je être plus visible ? Ça représente les environnements, les relations, les situations dans lesquelles tu as besoin d'être vu pour ton bien et celui des autres. Et enfin, la 5e carte, que puis-je faire pour être vu ? Cette carte représente les mesures spécifiques que tu peux prendre pour devenir plus visible dans cet environnement ou cette situation. Alright, so je pense que c'était assez long comme ça, donc le petit mot de la fin, c'est crois en ta vision plus qu'en ta peur. C'est repense au pourquoi qui te fait te lancer, t'ouvrir, t'exprimer, pourquoi tu en es là à écouter ce podcast. S'il n'y a pas quelque chose qui te titille, je pense que si, puisque sinon je vois pas pourquoi tu aurais passé tout ce temps à m'écouter. Bref, encourage-toi et reste ouvert à jouer et à trouver des réponses. Pense toujours au fait que tu peux avoir une influence positive sur quelqu'un, rien qu'en t'exprimant ou en te montrant tel que tu es, tout comme quelqu'un peut produire ce même effet sur toi. Un passant dans la rue, quelqu'un avec un look atypique marrant, une manière de réagir dans le métro, l'inspiration est partout. Il ne s'agit pas d'éradiquer la peur, mais de la gérer. Comment ? C'est littéralement en passant par elle, en l'actionnant, en la pratiquant, et donc ce jeu with yourself and life. Le but, c'est pas de ne plus être touché par la vie des gens, c'est juste de ne pas être régi par eux et de réagir par la colère ou juste le fait d'être réfractaire et de se réprimer. Et surtout, rappelle-toi que si tu ne partages pas ton authenticité, ta lumière, tu nous prives à tous de ta magie. Voilou, franchement j'ai grave kiffé enregistrer cet épisode en Inde dans ma chambre climatisée avec cette espèce de truc qui tourne au-dessus de moi là, et je sais pas si ça va s'entendre et que ça va être chiant lors de l'audio, mais en tout cas le fait d'en parler ça me rappelle à chaque fois sur quel chemin j'ai engagé ma route là depuis un petit moment. Et voilà, comme je disais, j'espère que ça va continuer et je vous fais des gros bisous.